Il y a 12 000 ans, la Terre vivait la fin de sa dernière période glaciaire. Depuis, l'homme a apprivoisé la nature sauvage et conquis le monde en bâtissant des villes et de puissants empires. Presque aucune parcelle de la planète n'y a échappé. Aujourd'hui, les scientifiques veulent comprendre quel rôle joue la nature dans l'avènement, puis l'apogée et le déclin d'une civilisation. Car certains phénomènes naturels peuvent véritablement modifier le cours de l'histoire de l'humanité. Ainsi, il y a 3200 ans, le bassin méditerranéen est le théâtre d'un énorme changement. La civilisation a dû repartir de rien. Des cultures pourtant très développées disparaissent en l'espace de 2 générations. C'est inimaginable tout ce qu'on a perdu. Plusieurs sociétés qui s'effondrent en même temps, ça signifie la disparition complète de langues et de systèmes d'écriture. De nouvelles données scientifiques apportent un éclairage inédit sur cette période d'effondrement qui marque la fin de l'âge du bronze. Elles montrent que le changement climatique a peut-être eu des répercussions sur certaines civilisations du passé, comme il pourra aussi en avoir sur notre propre avenir. Eric Klein est spécialiste de l'âge du bronze final. C'est une période clé de notre histoire, mais totalement méconnue. C'est une époque importante, celle de l'Exode et de la guerre de Troie, à supposer que ces événements aient vraiment eu lieu. À l'âge du bronze final, le bassin méditerranéen abrite de nombreuses civilisations évoluées, dont certaines sont déjà très anciennes. Pourtant, elles vont connaître une fin étonnamment rapide. En l'espace d'1 ou 2 générations, tout ce qu'elles connaissaient et possédaient depuis des siècles a disparu. Comment expliquer que ces civilisations se soient toutes effondrées en même temps? Les archéologues et les historiens essaient de comprendre ce qui s'est passé depuis plus d'1 siècle. Eric Klein aimerait lui aussi trouver la réponse à cette question. Pour cela, il n'hésite pas à explorer de nouvelles pistes. En étudiant à la fois la Grèce et le Proche-Orient, y compris l'Égypte, j'ai acquis une nouvelle vision du monde et observé des schémas communs. Je ne me rendais pas compte que je me limitais à mes domaines de compétences, l'archéologie et l'histoire antique. Puis, j'ai assisté à des conférences scientifiques dans lesquelles intervenaient des géologues et des climatologues. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'on travaillait tous en parallèle sans jamais échanger entre nous. Aujourd'hui, en réunissant les résultats de leurs recherches, historiens et scientifiques élaborent de nouvelles hypothèses. Personnellement, ça m'a ouvert de nouveaux horizons et ça nous aide à réécrire l'histoire. Jusqu'à présent, les sources écrites qui relataient ces événements provenaient toutes du même pays, l'un des rares à avoir survécu à cet effondrement général, même s'il en a aussi gardé des séquelles, l'Égypte. À l'époque, le pays des pharaons a déjà une histoire vieille de 2000 ans et a connu au cours des derniers siècles une prospérité hors du commun. C'était l'ère de la 18e dynastie qui a vu régner le célèbre roi hérétique Akhénaton et sa belle épouse Néfertiti, ainsi que Toutankhamon et Ramsès II. Désormais, c'est un autre Ramsès qui gouverne le pays depuis 30 ans. Il est issu de la 20e dynastie qui sera la dernière du Nouvel Empire. Ramsès III a dirigé l'Égypte à une époque où elle était riche et puissante. Elle régnait non seulement sur son propre peuple, mais aussi au-delà de ses frontières.
Sur les murs du temple de Médinet Abou, Ramsès III fait graver pour la postérité le récit de ses hauts faits de pharaon. Mais ces inscriptions sont aussi des témoignages de la guerre et du chaos qui marque l'âge du bronze final. On peut dire que son règne a été très mouvementé. C'est l'époque où la situation a vraiment commencé à se dégrader. Le temple funéraire de Ramsès III fournit une piste sans équivoque sur les causes de l'effondrement à venir. Hiéroglyphes et bas-reliefs révèlent que des bandes de pillards se dirigent vers l'Égypte après avoir ravagé d'autres royaumes. Heureusement pour nous, le temple est extrêmement bien conservé. On voit des scènes avec le pharaon en train de se battre. Plusieurs sources indiquent que ces champs de bataille ne se trouvaient pas tous à l'étranger. L'Égypte a donc été envahie. Une situation totalement inhabituelle pour la superpuissance de l'époque. À l'est de la vallée du Nil s'étend tout un réseau d'empires florissants. Sur le territoire de l'Irak actuel vivent les Babyloniens et les Assyriens. Plus près, la région de Canaan est gouvernée par des souverains qui dépendent du pouvoir égyptien. Quant à l'Asie mineure, elle est sous le contrôle des puissants Hittites, ennemis jurés de l'Égypte. La côte est du bassin méditerranéen et l'Asie mineure abritent de nombreuses cités et royaumes célèbres, à commencer par Troie et Mycène. Mais c'est l'Égypte qui reste la grande puissance de l'époque. Pour tous ces peuples méditerranéens de l'Antiquité, le pharaon représentait un être incroyablement puissant, qui avait une véritable influence sur leur vie. Autrement dit, l'Égypte incarnait le pouvoir absolu. Pour comprendre le succès de l'Empire égyptien, il faut remonter à l'aube de la civilisation. Ce sont les eaux éternelles du Nil, au cœur de l'Afrique, qui ont rendu le pays fertile et par conséquent immensément riche. Lewis Dartnell a étudié en détail les origines des premières civilisations. Les civilisations les plus anciennes sont toujours apparues sur les rives de grands fleuves. L'Indus, le Tigre et l'Euphrate, et le Nil. C'est là que sont nées les premières civilisations, et de là qu'elles sont parties peupler le reste de la planète. Aujourd'hui, on pense que c'est en partie un changement climatique qui a poussé les hommes à s'établir dans cette étroite vallée du Nil. La région d'Afrique, qu'on appelle aujourd'hui le Sahara, était beaucoup plus humide à l'époque. C'était une immense prairie parsemée de lacs, un environnement idéal pour les chasseurs et les cueilleurs. Puis, un changement climatique a asséché l'Afrique du Nord et le désert du Sahara a fait son apparition. Cette désertification de la région est sans doute l'un des facteurs qui ont conduit au peuplement très dense des rives du Nil et plus tard à la naissance d'une civilisation. Vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, les villes et les villages disséminés le long du Nil s'unissent pour la première fois en un seul et même royaume. Les générations suivantes érigeront les pyramides, d'imposants monuments qui témoignent des ressources extraordinaires dont disposent déjà les premiers souverains égyptiens. L'Égypte est alors suffisamment riche pour importer tout ce qui lui plaît.
Le long des côtes méditerranéennes, les navires marchands s'activent sans relâche. Mais parfois, le vent du large amène aussi des visiteurs plus hostiles. Sous le règne de Ramsès III, la vallée du Nil connaît de graves affrontements avec des bandes de pillards. Pourtant, il y a déjà eu un précédent. Le pays a subi des attaques 30 ans auparavant. Mais cette fois, la situation est vraiment alarmante. D'après les inscriptions, les assaillants ont ravagé des cités et des régions entières. Et pas seulement en Égypte. De Grèce jusqu'en Syrie, en passant par l'Asie mineure, les archéologues ont exhumé de nombreuses cités abandonnées et réduites en cendres. Jamais l'Europe ni le Proche-Orient n'avaient connu de destruction d'une telle ampleur. Dans le temple funéraire de Ramsès III, des inscriptions fournissent des indices assez vagues sur l'identité et l'origine de ces mystérieux envahisseurs. Ils sont désignés sous le nom de peuple de la mer. Ce nom un peu flou montre bien encore aujourd'hui le peu d'informations dont on dispose à leur sujet. Peut-être que Ramsès III lui-même ne savait pas trop à qui il avait affaire. L'apparition de ces peuples de la mer marque la fin soudaine de nombreuses civilisations de l'âge du bronze. Une illustration classique de la fameuse expression « Les barbares sont à nos portes ». Au fil du temps, nos représentations ont commencé à évoluer. Depuis quelques années, on pense que ces envahisseurs ne constituent peut-être qu'une petite partie d'un problème beaucoup plus vaste. De toute évidence, ils ont existé et joué un rôle, mais ils ne sont plus le seul facteur. Alors, quels sont exactement les autres facteurs qui ont contribué à cette situation ? Les archéologues ont émis plusieurs hypothèses sur les causes possibles d'un tel effondrement. Ils veulent comprendre comment des civilisations prospères ont pu disparaître en si peu de temps. Pour cela, il faut d'abord préciser qu'à l'âge du bronze, les empires de la Méditerranée et du Proche-Orient entretenaient des liens étroits les uns avec les autres. Certes, ces relations n'étaient pas toujours des plus pacifiques, mais il s'agissait plus souvent de commerce et de diplomatie que de guerre. Il existe de nombreuses preuves de ces interconnexions à l'âge du bronze final. Par exemple, des échanges de courriers, ou bien des listes de marchandises qui ont été importées ou exportées, ou encore des traités diplomatiques. C'est une époque où toutes les sociétés possèdent l'écriture, donc il nous reste beaucoup de textes. En outre, grâce à l'archéologie, on a retrouvé d'autres preuves matérielles sur des sites comme Megiddo, Hazor, Mycène, Knossos, Thèbes ou Hattusa. On y retrouve encore certaines de ces marchandises qui ont été échangées. Ainsi, de nombreux lingots de cuivre ont-ils été découverts dans cette épave de navire datant de l'âge du bronze. Le cuivre constitue l'élément principal du bronze. Mais il ne se trouve pas partout. Le cuivre provient de cheminées hydrothermales situées au plus profond des mers et des océans. Il faut donc un processus géologique très complexe pour que la croûte océanique se soulève, puis se dépose à la surface terrestre, où les mineurs de l'Antiquité pouvaient y accéder. À l'époque, Chypre est un acteur incontournable du commerce du cuivre. Le nom du métal est d'ailleurs dérivé de Kupros, le nom de l'île en grec ancien. Dans le sud-ouest de Chypre s'étend le massif du Troodos. C'est ici que les premiers mineurs ont creusé des galeries dans la roche il y a 6000 ans.
Les cicatrices du paysage rappellent que Chypre ravitaillait abondamment en cuivre les civilisations de l'âge du bronze. Les études géologiques montrent que le massif du Troodos s'est formé quand les plaques tectoniques eurasiennes et africaines se sont éloignées l'une de l'autre. Du magma est sorti de cette grande faille et a donné naissance au Troodos. Puis, en se rapprochant à nouveau, les deux plaques ont fait remonter le massif à la surface. Donc ici, on se trouve sur de la croûte océanique. Les galeries du Troodos sont riches en cuivre. Mais pour obtenir du bronze, un autre métal est nécessaire, l'étain. L'étain n'existe pas à l'état naturel à Chypre. Des sources d'époque révèlent qu'il venait de l'Est. Et des études géologiques modernes montrent que l'Afghanistan possède de riches gisements d'étain. Si on recoupe tout ça, on voit les nombreuses connexions qui existaient. Tout le monde participait à un réseau commercial très complexe qui permettait de réunir ces deux métaux si essentiels pour la société de l'époque. À l'âge du bronze, ce réseau commercial est la force vitale des civilisations méditerranéennes. Le commerce renforce les relations diplomatiques, pousse les dynasties à se marier entre elles et les royaumes à s'affronter pour la suprématie. Cet équilibre subtil commence à vaciller vers la fin de l'âge du bronze et finit par se rompre. Pour avoir une idée de l'ampleur de l'effondrement, il suffit de regarder les Hittites en Anatolie, la Turquie actuelle. Avec les Égyptiens, c'était l'une des deux plus grandes civilisations de l'âge du bronze final. Et pourtant, elle a complètement disparu du paysage à tel point qu'il a fallu attendre le début du XXe siècle pour arriver à la situer. Plusieurs hypothèses s'affrontent pour expliquer cet effondrement brutal. Un séisme en mer Égée, des guerres, des famines. Mais ces civilisations avaient déjà connu de telles catastrophes par le passé, et elles s'en étaient sorties. Effectivement, il y a bien eu des séismes, des invasions, des sécheresses, des famines, mais chaque problème pris individuellement est surmontable. Une sécheresse, ça ne tue pas tout le monde, une famine non plus. Alors je me suis demandé, et si plusieurs événements avaient eu lieu en même temps, et qu'il était devenu impossible de survivre à tous? Soudain, je me suis dit, peut-être qu'il y a tout eu. Je pense que c'est le résultat d'un énorme concours de circonstances, une convergence de catastrophes. Tandis qu'Eric Klein s'apprête à publier sa théorie, des scientifiques israéliens de Tel Aviv font une grande découverte. Leur démarche consiste à étudier les pollens pour en tirer des conclusions sur la flore du passé. Daphna Langut analyse de très anciens sédiments qui se sont déposés sur les rives de la mer Morte. Pour elle, ils constituent une historiographie impossible à falsifier. Avant, le niveau de la mer Morte était beaucoup plus élevé. Pour une scientifique comme moi, c'est le paradis ici. Il y a de magnifiques affleurements de sédiments et en examinant ces différentes strates sur lesquelles je prélève mes échantillons, j'ai la confirmation qu'autrefois, cet endroit se trouvait bien sous les eaux de la mer Morte. Ces sédiments salins renferment des grains de pollen microscopiques qui ont traversé les millénaires. Chaque espèce de plante produit sa propre forme de pollen qu'on identifie ensuite au microscope. C'est un peu sa carte d'identité. Et ce qui me fascine, c'est que ces grains minuscules nous livrent des informations passionnantes sur la végétation et les changements climatiques du passé.
Grâce à la méthode de datation au carbone 14, il est possible de déterminer à quel moment ces pollens se sont déposés dans la mer morte. Or, les résultats indiquent que celle-ci a connu un assèchement stupéfiant à l'époque même de l'effondrement. Cette belle alternance de strates de sédiments grises et de strates blanches plus fines prouve que cette partie-là se trouvait au milieu de la mer morte. Ici, on a une forte concentration de pollen bien préservée. Mais quand le niveau de la mer a commencé à baisser, le pollen a progressivement disparu. Et cette baisse est survenue à l'âge du bronze final. C'est dans des couches de sédiments situées tout au fond du lac de Tibériade que Daphna Langut a trouvé la cause de cet assèchement. L'étude des pollens a révélé que certaines espèces d'arbres avaient tout simplement disparu. Quand on observe un pourcentage élevé d'arbres méditerranéens, comme les pins, les chênes ou les pistachiers, ça veut dire que la région a un climat humide et des précipitations abondantes. Et inversement, quand le pourcentage des pollens d'arbres diminue, ça signifie que le climat est plus sec. Ce réchauffement climatique a-t-il un lien avec les troubles qu'évoque Ramsès III dans ses inscriptions? L'archéologue émérite Israel Finkelstein a mis en corrélation la chronologie établie par Daphna Langut et les résultats de ses propres fouilles. Dans la région de Canaan, le climat est devenu plus sec à l'époque même où les villes de l'âge du bronze ont été détruites. D'après cette étude sur les pollens, l'épisode de sécheresse à la fin de l'âge du bronze a duré d'environ 1250 avant Jésus-Christ à 1100 avant Jésus-Christ. Maintenant, si on se base sur les découvertes archéologiques, la grande vague de destruction a commencé un peu plus au nord, aux alentours de 1250 avant Jésus-Christ, puis s'est poursuivie ici, à Megiddo, à l'époque de Ramsès III, et un peu après. Eric Klein estime que les travaux des chercheurs israéliens nous obligent à revoir toutes les anciennes hypothèses sur l'effondrement. Lorsque j'ai rendu mon manuscrit, on m'a dit « Maintenant, tu n'en entendras plus parler jusqu'à la publication dans 3 mois ». 3 jours plus tard, Daphna Langut, Israel Finkelstein et Thomas Litt ont publié leur article. Ils expliquaient avoir trouvé les preuves tangibles d'un épisode de sécheresse en effectuant des prélèvements sur les sites de la mer Morte et du lac de Tibériade. C'étaient des éléments très neufs. Ils étaient tellement irréfutables que la théorie de la sécheresse et du changement climatique s'est tout de suite retrouvée en haut de la liste. Mais pour moi, c'était trop tard. Mon livre était déjà sous presse. Il n'y avait plus rien à faire. Alors, j'ai envoyé un mail désespéré à mon éditeur où je lui disais « Il y a un article qui vient tout juste de sortir, si on ne l'inclut pas dans mon livre, celui-ci sera obsolète avant même d'avoir été publié. » Et j'ai ajouté en lettres capitales « Arrêtez l'impression ». Finalement, Eric Klein parviendra à intégrer ces nouvelles données à la dernière minute dans son ouvrage qui deviendra un best-seller. Mais les résultats de cette étude israélienne provoquent aussi une remise en question parmi les archéologues. J'ai assisté à des conférences scientifiques dans lesquelles intervenaient des géologues et des climatologues. Et ils parlaient tous de l'âge du bronze final et des preuves de la sécheresse et du changement climatique. Il est très difficile de prouver une sécheresse ou une famine par des moyens archéologiques. Il existe toutefois quelques traces écrites dans des textes anciens. En 1200 avant Jésus-Christ, le roi hittite et le pharaon égyptien se sont envoyés des lettres. Le premier a écrit « Ici c'est la sécheresse et la famine. Il me faut des vivres, aidez-moi ». Mais cette famine qui frappe la deuxième superpuissance de l'époque ne constitue que le symptôme d'un problème beaucoup plus large.
En effet, des données similaires viennent corroborer les résultats de l'étude israélienne, mais sur un territoire bien plus étendu. Il y a d'autres chercheurs, par exemple en Syrie ou au lac de Van en Turquie, qui ont constaté le même phénomène de sécheresse dans leurs régions respectives. On peut donc parler d'une crise climatique. Pas seulement dans le sud du Proche-Orient, comme l'ont prouvé les pollens de la mer Morte et du lac de Tibériade, mais dans tout le bassin méditerranéen. Lee Drake étudie l'impact du climat sur l'agriculture d'un point de vue historique. Que se passe-t-il lorsqu'un paysan dépend entièrement de la pluie? C'est très risqué, il n'a aucune marge de manœuvre. Parce qu'au bout du compte, il ne peut rien faire si la pluie ne tombe pas, ou bien qu'elle tombe trop tôt ou trop tard. En 1250 avant Jésus-Christ, les conditions étaient plutôt bonnes, alors qu'en 1150 avant Jésus-Christ, elles se dégradaient à grande vitesse. Et lorsque la sécheresse frappe plusieurs royaumes en même temps, de nombreux greniers à céréales restent désespérément vides et la famine menace. Dans l'Antiquité, quasiment 99% des gens étaient agriculteurs. C'est pourquoi les moindres variations dans la production agricole avaient d'énormes répercussions sur toutes ces sociétés. Mais comment se fait-il que tout à coup, la pluie ait cessé de tomber? Selon les climatologues, les résidus de plancton antique qui se trouvent au fond de la Méditerranée apportent un début de réponse. Ce n'est pas un réchauffement, mais un refroidissement qui serait à l'origine de cette période de sécheresse. Grâce aux différentes espèces de plancton, on sait qu'il y a eu un refroidissement. Certaines préfèrent les eaux chaudes, d'autres les eaux froides. Donc, si on prélève une carotte et qu'on détecte l'espèce des eaux chaudes en bas et celle des eaux froides au-dessus, c'est qu'un changement de température a provoqué la disparition de l'une au profit de l'autre. Le refroidissement du climat méditerranéen engendre toute une série de phénomènes aux conséquences fatales. Qui dit température plus froide à la surface de la mer, dit moins d'évaporation, et donc moins de précipitations. Et qui dit moins de précipitations, dit baisse de la production agricole, donc population affamée, et en fin de compte, société plus instable. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce refroidissement. Fonte de glaciers dans les Alpes, front d'air froid venu de Sibérie. Mais quelle qu'en soit la raison, l'impact de ce changement climatique sur l'agriculture met à rude épreuve les relations entre les différentes civilisations de l'âge du bronze. À cette époque-là, les terres n'étaient pas délimitées. Si on plantait des graines quelque part et que ça ne poussait pas, on allait réessayer ailleurs. Les agriculteurs ont été durement touchés par la sécheresse, mais ils n'ont pas été les seuls. Les marchands aussi en ont souffert. Tout d'un coup, leurs fournisseurs n'avaient plus rien en stock pour eux. Résultat, le commerce entre les cours royales des différents pays a fini par s'arrêter. Personne n'a été épargné, ni les rois, ni les courtisans. D'une manière ou d'une autre, tout le monde a été affecté par cette sécheresse. La question est de savoir comment et jusqu'à quel point. Il existe néanmoins un pays méditerranéen dans lequel aucune sécheresse ne semble avoir été constatée. Il manquait un pays important. On avait toutes les températures de surface de la Méditerranée, depuis la mer Adriatique jusqu'au bassin levantin. Mais en Grèce, on n'avait aucune donnée qui confirmait ces changements. Martin Finney a voulu percer ce mystère, mais pas à partir du pollen. À Uppsala, en Suède, il analyse des échantillons de minéraux prélevés dans une grotte du sud de la Grèce. Il y a plusieurs façons d'obtenir des informations sur les conditions climatiques du passé. L'une des méthodes consiste à examiner des stalagmites et des stalactites. Comme elles grandissent dans un milieu abrité, elles restent préservées pendant longtemps et emmagasinent au passage un tas d'informations sur l'environnement. Les stalagmites ont une croissance qui dépend beaucoup des variations de leur milieu.
Ainsi, comme les cernes d'un tronc d'arbre, elles peuvent nous renseigner sur les précipitations du passé. Une fois qu'on a récupéré une stalagmite dans une grotte, la première chose à faire, c'est de la couper dans le sens de la longueur pour en révéler l'intérieur. Voilà le côté de la coupe. Après, on polit l'échantillon. Et là, on commence à voir apparaître les différentes strates. C'est toujours palpitant de l'ouvrir et de la polir, parce qu'on est le premier depuis des millénaires à découvrir l'intérieur. Et même le seul. Afin de résoudre l'énigme grecque sur le changement climatique, Martin Finney et son équipe se rendent sur l'île de Skiza, où ils vont faire une découverte décisive. Cette stalagmite vient de la grotte de Mavritripa à Skiza, une île située au sud-ouest du Péloponnèse. Et ce qui est intéressant avec cette grotte, et en particulier avec cette stalagmite, c'est qu'elle a une teneur assez élevée en uranium. Grâce à l'uranium présent dans les stalagmites de Mavritripa, la datation au carbone 14 est extrêmement précise. Une fois qu'on a déterminé à quelle période se sont formées les strates, de nouvelles analyses permettent d'obtenir des détails sur les taux d'évaporation, les précipitations et la croissance des plantes. Les résultats sont ensuite intégrés dans un tableau plus général. La question du climat à l'âge du bronze final soulève de vives controverses. Donc ce tableau nous aide à y voir plus clair. Là, par exemple, j'observe qu'on a une période de 200 ans pendant laquelle le niveau des précipitations ne cesse de diminuer. Elle est suivie d'une période encore plus longue, pendant laquelle le climat reste très sec et la stalagmite ne grandit plus. J'imagine qu'elle s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus d'eau qui gouttait dans la grotte. Les résultats démontrent que la Grèce a bien connu, elle aussi, une longue période de sécheresse. Toutefois, il est souvent difficile d'établir la chronologie exacte des événements qui se sont produits à l'âge du bronze. Ainsi, cette période de sécheresse a-t-elle eu lieu avant ou après l'effondrement de la civilisation mycénienne? Cette première civilisation grecque a régné de la moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 12e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, tous les centres mycéniens importants ont été détruits. L'un d'entre eux se situait justement à proximité de la grotte de l'île de Skiza, Pylos. Ici, on a indiqué la destruction de Pylos sur le graphique qui montre une sécheresse. Grâce à ce diagramme de la grotte de Mavritripa, aux dates extrêmement précises, on peut mettre en corrélation la destruction du palais de Pylos et les informations sur le climat. D'après certains, la sécheresse expliquerait en partie la destruction du palais et le fait qu'il n'ait jamais été reconstruit. En tout cas, cet échantillon a vraiment marqué un tournant dans notre connaissance de la chronologie. La première fois que j'ai rencontré Martin Finney, il m'a dit « On l'a trouvé. On a une stalagmite qui prouve qu'il y a bien eu une sécheresse à cette époque-là. » C'était un moment formidable. D'abord parce que lui était aux anges, ensuite parce que, quand on est chercheur, ce qu'on désire le plus au monde, ce n'est pas d'être celui qui découvre, c'est qu'un autre fasse une découverte qui concorde avec notre interprétation des données. On ne se sent plus tout seul. Quelqu'un d'autre voit la même chose que nous, ou a trouvé ce qu'on cherchait. Et moi, j'ai vécu ce moment quand Martin Finney a trouvé la preuve de cette sécheresse en Grèce. Chaque nouveau détail révélé par ces recherches confirme que le changement climatique a eu des retombées dévastatrices dans le bassin méditerranéen. Si le refroidissement a été d'une rigueur sans précédent pour les civilisations de l'âge du bronze, il ne faisait qu'annoncer une longue sécheresse. Son impact a provoqué une rupture comme on n'en avait jamais connue au sein de la civilisation. Plusieurs sociétés qui s'effondrent en même temps, ça signifie la disparition complète de langues et de systèmes d'écriture. Ça ne veut pas simplement dire que le roi de la région a perdu son trône. C'est un changement culturel considérable, une véritable rupture dans l'histoire de l'humanité qui a remis tous les compteurs à zéro. La civilisation a dû repartir de rien.
Un nouvel âge des ténèbres s'abat sur les royaumes de l'âge du bronze. Seule l'Égypte tire son épingle du jeu, du moins dans un premier temps. Grâce aux rives fertiles du Nil, le pays résiste bien à la crise. À l'exception toutefois de Canaan, au nord de son territoire, qui dépend totalement de la pluie. Même Ramsès III ne peut rien faire contre l'absence de précipitations à Megiddo, son fief dans la région cananéenne. Megiddo était de la plus haute importance pour la domination de l'Égypte sur le pays de Canaan. Ce bastion était situé dans le grenier à céréales de l'ancien Israël, comme on peut le voir derrière nous. Une région agricole nichée au cœur de la superbe vallée de Jezréel. On observe une augmentation très nette du bétail, en particulier pour le labourage des champs. Les bêtes étaient abattues seulement quand elles étaient vieilles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas forcément destinées à la consommation. C'est une information tout à fait intéressante qu'on a obtenue en analysant un très vieil ADN. De même, le zébu a été introduit dans les troupeaux parce que c'était un animal qui résistait beaucoup mieux aux nouvelles conditions climatiques. Quand on réunit tous ces indices, on constate que les Égyptiens, qui étaient des bureaucrates très organisés, avaient bien pris la mesure du problème. Grâce à son emplacement dans la vallée, Megiddo leur a apporté une solution. Ils y ont développé l'agriculture sèche afin de pouvoir ravitailler en céréales les régions périphériques. À l'époque, il est du devoir du pharaon de veiller à ce que ses sujets aient suffisamment à manger. Et cela vaut aussi pour les régions éloignées comme Canaan. Au bout du compte, l'Égypte a réussi à surmonter cette crise climatique. Mais le climat n'est pas un phénomène local, qui se limiterait au bassin méditerranéen et aux pays limitrophes. Mark McLean est potamologue. Il étudie les systèmes fluviaux à travers l'histoire et s'est particulièrement intéressé à la sédimentation du Nil. Il pense que la sécurité alimentaire a été tout aussi menacée en Égypte, mais par des événements qui se sont passés bien loin de la vallée du Nil. Depuis son pays de Galles natal, il nous explique le procédé par lequel il est arrivé à cette conclusion. Les sédiments nous en apprennent beaucoup sur les cours d'eau et les crues du passé, et même parfois sur les sociétés du passé. Une fois les sédiments prélevés, Mark McLean cherche à déterminer le moment où ils ont été exposés à la lumière du jour pour la dernière fois. Pour ça, on insère une sonde dans cette partie et on ressort un échantillon, en faisant bien attention de ne pas l'exposer à la lumière. Après, j'ai des collègues très intelligents qui l'analysent et le datent en utilisant une technique appelée la luminescence stimulée optiquement. En fait, chacun de ces grains de sable se comporte un peu comme une horloge géologique. Et dès que la rivière les dépose sur la berge, la lumière du soleil blanchit leur signal radioactif. Autrement dit, elle l'efface. La datation par luminescence a tout révolutionné ces 25 dernières années. On a été les premiers à l'utiliser dans la vallée du Nil. Grâce à cette technique, on peut dater ces sédiments et établir leur âge exact. Les sédiments étudiés par Mark McLean et son équipe proviennent du sud de l'Empire pharaonique. Ils montrent que les crues du Nil, indispensables à la fertilité des sols, ont beaucoup évolué au fil des siècles. Au départ, ce sont les pluies de la mousson sur les hauts plateaux lointains d'Afrique centrale qui charrient les sédiments dans les eaux du Nil. Puis, en atteignant les plaines égyptiennes, les flots débordent de leur lit et inondent la vallée. Quand les eaux se retirent, elles déposent de précieux nutriments dans le sol. L'agriculture peut donc être tout à fait indépendante du niveau des précipitations. Mais au cours du siècle précédant le règne de Ramsès III, les crues du Nil diminuent progressivement. Elles inondent de moins en moins de surfaces cultivables et les terres deviennent sèches et stériles.
Entre 1280 et 1220 avant Jésus-Christ, le lit du fleuve s'est considérablement asséché et rétréci, en particulier dans sa partie nubienne. D'année en année, les réserves de l'Égypte diminuent et la nourriture commence à manquer. Ramsès III et son administration vont alors se retrouver confrontés à de nouveaux défis, des émeutes et des mouvements de grève. C'est pendant le règne de Ramsès III qu'a lieu la première grève industrielle documentée de l'histoire. Des ouvriers ont organisé un sit-in pour réclamer le versement de leurs salaires. Des salaires qui étaient payés directement par la cour. C'est aussi à cette époque-là que les pillages de tombes ont commencé à se multiplier de façon régulière, au point de devenir un sérieux problème. Tout ça nous montre bien que la situation était très compliquée à gérer pour le pharaon. Comme on vient de le voir, la diminution des crues du Nil et le manque de nourriture occasionnent une véritable instabilité politique. Mais s'agit-il d'un cas isolé ou est-ce la manifestation d'un phénomène beaucoup plus vaste? D'après des documents anciens, une histoire semblable est survenue environ 1000 ans avant le règne des Ramessides. Il y a 4200 ans, l'Égypte a connu un épisode de sécheresse très sévère. Il a même été surnommé l'événement climatique de 4200 avant le présent. Les eaux du Nil ont baissé de façon dramatique. On raconte même que le lit du fleuve était tellement sec que les gens pouvaient le traverser à pied. Cette première sécheresse a peut-être provoqué la chute de l'Ancien Empire. D'ailleurs, la recherche scientifique ne cesse de découvrir des histoires de réactions en chaîne similaires. Ces deux épisodes de sécheresse ont beau être distants de 1000 ans, ils coïncident chacun avec un tournant dans l'histoire d'un grand empire. Les changements climatiques rapides durent généralement plusieurs siècles et sont caractérisés par des périodes plus froides au pôle et plus arides à l'équateur. Et il y en a eu un certain nombre. Selon les estimations de Mark McLean, le changement climatique survenu à l'époque de Ramsès III pourrait avoir duré environ 500 ans. À cette époque, le principal facteur d'influence sur le climat semble avoir été l'affaiblissement du Soleil. Mais les variations de l'activité volcanique ont peut-être joué aussi un rôle important. Ces cycles planétaires ne causent pas seulement des sécheresses et une baisse des précipitations dans le bassin méditerranéen. Ils agissent également sur la mousson d'Afrique, dont dépendent tant les crues du Nil. Parallèlement aux défis que lui lance la nature, l'Égypte doit faire face à un afflux de populations qui fuient leur pays en quête d'une vie meilleure. Ainsi, Israel Finkelstein pense que les peuples de la mer ne se résument pas à l'image d'envahisseurs que s'en faisait Ramsès III. À la première vague de violence a succédé une mutation plus subtile, mais plus profonde. La migration de ces peuples de la mer doit être replacée dans le contexte de la sécheresse et de la famine qui ont sévi dans la région. On se représente souvent leur arrivée comme le débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu des milliers d'envahisseurs à l'assaut des côtes de Canaan. C'était plutôt des petits groupes qui sont arrivés par bateau et se sont installés à différents endroits du littoral. Après, les Égyptiens ont transformé ça en une sorte de propagande. Ramsès III était représenté comme le grand pharaon qui avait réussi à stopper ces étrangers et à les empêcher d'envahir le pays en les combattant sans répit, et ainsi de suite. En effet, les textes égyptiens n'hésitent pas à présenter les peuples de la mer comme des intrus belliqueux et sans scrupules. Aujourd'hui, les historiens dressent un portrait plus nuancé de ces populations, de leur psychologie et de leurs aspirations.
Que voulaient les peuples de la mer? Eh bien, ce que veulent tous les migrants. Une vie meilleure. Ces déplacements de population ont toujours existé au cours de l'histoire. Regardez aujourd'hui tous ces Syriens qui fuient la guerre civile. En général, la migration s'articule autour d'un facteur de répulsion. Par exemple, une guerre civile ou une sécheresse ou d'un facteur d'attraction. Une terre plus fertile, des récoltes plus abondantes, un pays sans sécheresse. Donc, encore une fois, que voulaient les peuples de la mer? Eh bien, ce que veulent tous les migrants. Un nouveau départ. Finalement, face aux nombreux problèmes qu'elle doit affronter dans la vallée du Nil, l'Égypte décide de se retirer complètement de la région de Canaan. Megiddo, la cité cananéenne qui a donné son nom à l'Armageddon de l'Apocalypse. Sa chute symbolise aussi la fin d'une civilisation. Les portes de Megiddo se trouvent juste derrière moi. On peut voir que le palais a été incendié. D'ailleurs, les portes aussi. En faisant des fouilles ici, on a trouvé des objets qui témoignent des tout derniers jours de la Megiddo de l'âge du bronze. Israel Finkelstein a fait une découverte tout à fait inhabituelle. Des fours aux portes de la cité. À la fin, Megiddo n'était plus une métropole commerciale trépidante, mais une ville assiégée. Les fours ont été construits à l'intérieur des portes. Autrement dit, des gens vivaient à l'intérieur des portes, qui étaient bloquées. À un moment donné, les campagnards ont dû probablement fuir leur village. Ils se sont rendus dans la grande cité pour y trouver refuge et les rues ont vite été surpeuplées. Alors les gens se sont installés n'importe où, y compris dans des endroits habituellement inoccupés, comme les portes qui menaient au palais. Mais loin d'être un refuge, Megiddo constitue plutôt une cible pour la violence du monde extérieur. Plusieurs centaines de personnes bien équipées et prêtes à tout sont venues ici la nuit et ont tout brûlé. Quoi de plus emblématique qu'une ville en flammes pour symboliser la chute imminente? Qu'elle soit belliqueuse ou pacifique, les répercussions se feront sentir pendant des générations. En Égypte aussi, le temps de la prospérité flamboyante touche à sa fin. D'après des documents datant de la fin du règne de Ramsès III, il y a eu un complot contre le pharaon. L'une de ses épouses projetait de l'assassiner avec la complicité d'une ou deux autres. C'est pour ça qu'on l'a surnommée la conspiration du harem. Apparemment, les épouses souhaitaient placer un des fils du pharaon sur le trône pour succéder à son père. Contre le gré du pharaon. Cette histoire reflète en partie la situation chaotique que traversait l'Égypte lors du règne de Ramsès III. Entre les invasions et les problèmes économiques, le souverain a dû prendre des décisions difficiles. Et peut-être que sa gestion de crise n'a pas été très populaire. Quoi qu'il en soit, à la fin de son règne, plusieurs factions s'affrontaient. Et l'une d'elles a voulu accélérer les choses avec cette conspiration du harem. Le pharaon qui a réussi à sauver l'Égypte, au moment où tous les autres royaumes de l'âge du bronze final s'effondraient, finira assassiné par des serviteurs et des membres de sa propre famille. La fin de l'âge du bronze marque le début d'un âge des ténèbres qui va durer plusieurs siècles. Au fond,
Derrière cette histoire d'effondrement de civilisation se cache une vérité plutôt inconfortable. L'être humain n'est pas au-dessus de la nature, il en fait partie. Il y a une part de narcissisme dans l'archéologie. Je le dis en toute sincérité, même si ça doit m'attirer quelques critiques. On accepte mal de vivre dans un monde où une simple variation de température à la surface de la mer peut effacer d'un coup plusieurs civilisations. Mais cette distinction entre naturel et artificiel n'existe pas. Les changements climatiques du passé ont eu des conséquences directes sur les humains. Que ça nous plaise ou non, la faune, la flore et nous, on est tous dans le même bateau. Certains diront qu'aujourd'hui, si on tient le changement climatique pour responsable de cet effondrement, c'est parce qu'il joue un rôle considérable dans notre monde actuel. Mais le changement climatique a vraiment été un facteur déterminant, ça ne fait aucun doute. Et c'est parce qu'on est confronté aux mêmes problèmes de nos jours qu'on prend enfin conscience de son importance à l'époque.